garage H2A Motors mobile toléré ko ni peinture ko jigiya fara sabu garage H2A Motors na meli baarakɛminɛw ye fɛnmɔgɔ minnu kɔfɛ toléré ani peinture ko kɛcogo ɲuman kama ka mobile toléré kɛ k'a nugu ka sɔrɔ ka peinture k'a la ɲɛ min ka di aw ye H2A Motors baarakɛlaw bɛ baara ɲɛdɔn wa baara bɛ kɛ ni sɛbɛ ye a daminɛ fɔ a laban a ye na H2A Motors la a y'u ka sariya Sotuba clinique Amérique kɛrɛfɛ mètre 100 ɲɔgɔn na walima ka téléphone ci 76 20 79 79 walima 76 49 12 33 garage H2A Motors mobile toléré na peinture ko la wasa da don. Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le président de l'ACRT, Faso Kawele. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous, Monsieur Issa Kaoum Jim. Monsieur Jim, merci de cette présence devant le Grand Jury. C'est toujours un immense plaisir de me retrouver avec des journalistes chevronnés, des journalistes qui font la fierté et qui contribuent vraiment à ce que la démocratie ne disparaisse pas. Donc vraiment, c'est tout un honneur pour moi. Ces journalistes sont donc pour nous, Abdraman Keïta, lui, il est directeur de publication du journal Les Témoins, non moins intérimaire au niveau du journal le 22 septembre. Keïta, merci d'être là. Le chapeau est bien mis. Merci beaucoup. Eladio Chana Takiou en lieu place des boubous bien brodés. Ce soir, il est en costume, certainement pour faire un clin d'œil aux autorités de nomination. Certainement, Chana. Merci et bienvenue. D'accord. L'intérimaire, comme tu l'as dit, je suis en train de préparer un voyage. Il va bientôt assumer l'intérimaire. Ben, cela dit, merci beaucoup, Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent par le biais de la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Je vous dis encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Jim, déjà. Votre regard sur la composition du jury. Le jury, on a l'attention du jury, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Jim, pour votre observation. Je n'ai pas une observation particulière. J'apprécie, au risque de me répéter, vous êtes des journalistes expérimentés et vous posez des questions de fond. Vous contribuez à ce que le débat de fond soit. Donc c'est là extrêmement important pour que l'opinion soit éclairée. Donc je pense que je suis toujours ravi de me retrouver avec vraiment cette crème des crèmes. Keïta, vous avez des avant-propos? Bon, c'est clair. Il est clair que je suis vraiment ravi d'entendre, d'avoir un invité qui a déjà conscience des enjeux, tels qu'il vient de les décrire tout de suite. Et ce n'est pas chaque fois que nous avons aussi un invité aussi disponible et qui vient et qui sait déjà pourquoi il vient, parce qu'il vient en réalité pour contribuer au débat. Et c'est qu'un débat, le débat dans une ambiance, dans une atmosphère démocratique est essentiel. Et je pense que c'est vraiment à son crédit d'avoir une telle conscience et de se rendre disponible. C'est déjà vraiment quelque chose de très grand que nous apprécions à sa juste valeur quand il s'agira de le juger. Chana, vos premières inspirations? Je pense que, comme Abdraman l'a dit, il comprend vraiment les enjeux du débat. Et il nous a beaucoup flattés. Et honnêtement, sans flagornerie, je pense qu'il a dit vrai par rapport au débat. Nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie qui bat de l'aile. Il faut le débat, il faut encore le débat, il faudra qu'on en débatte. La République a besoin du débat. C'est du débat que jaillit la lumière. Les débats aideront les autorités à prendre les bonnes décisions exclusivement pour le Mali.
C'est pourquoi nous faisons le débat. Malheureusement, beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui se sont couchés. Ils ont fui les débats. Même le grand parrainat. L'autre jour, j'ai appelé PPR, il y a 2 semaines, pour le grand jury. Vous violez déjà les secrets de l'instruction. Non. Il dit que la parole n'est pas libérée. Que le parrainat ne parlera pas. Peut-être il faut venir prendre la parole pour dire que la parole n'est pas libérée. Tant que la parole n'est pas libérée. Il dit que le parrainat ne fait rien pour faire libérer la parole. Bon, je pense que le parrainat agit par communiquer tout ça là, mais nous avons besoin plus de cela. Beaucoup plus de cela. Et Kaoudjoum est vraiment de ceux qui animent le débat politique. Il parle des questions de la nation. Malgré les difficultés qu'il a sur les réseaux sociaux et autres là, il marche sur 2 œufs pour ne pas être victime du juge de la cybercriminalité. C'est un homme très intelligent, je pense. C'était très bon d'être avec Kaoudjoum pour débattre encore et encore. Kaoudjoum, question d'actualité. Le projet de loi de finances 2025 est déjà sur la table du CNT. Il nous revient que ce projet contient une ligne budgétaire clairement consacrée à l'organisation des élections. Une bonne nouvelle pour vous, politique? Bon, je suis dubitatif. Le CNT, j'ai été membre du CNT, j'ai un grand respect pour son président, l'honorable Malick Diaw. Mais puisque le CNT, c'est par décret, ce n'est pas une assemblée nationale où les gens ont une autonomie, comme l'a dit, de faire un débat de fond et de demander, interpeller le gouvernement. Je crois que ce qui intéresse le gouvernement, sans faire digression, ce n'est pas parler des élections aujourd'hui. Les urgences aujourd'hui, on est dans une situation où le pays pratiquement est dans l'agonie économiquement. Et sans compter que nous n'avons pas des investisseurs. Donc l'élection n'est pas une priorité pour vous? J'arrive. Ok. Vous me permettez? Allez-y. Alors, on parle d'élection, c'est par rapport à la classe politique. Pratiquement, combien de grands partis politiques, d'autres leaders de partis politiques sont en prison pour des questions politiques? Alors, je pense que, pour moi, parler de lignes budgétaires par rapport à l'éventualité des élections, c'est une annonce. Maintenant, on nous a habitués à parler des élections, à même donner des calendriers dits souverains et revenir nous dire que, bon, un léger report et ensuite, il y a eu silence radio. Donc, pour moi, je suis dubitatif. Donc, laissons voir, parce que ligne budgétaire n'est pas le problème. L'annonce des élections, des dates, et surtout avec qui et comment, je crois que c'est sur le fond que les Maliens se prononceront, surtout les partis politiques. Okay. Keïta. Oui, mais il faut reconnaître quand même que par les années passées, les élections n'avaient pas été budgétisées. Cette fois-ci, vous ne reconnaissez pas que c'est un signal, un bon signal vers une volonté quand même d'aller, de franchir ce pas-là, même si tel que vous le dites tout de suite, les protagonistes de ce processus électoral là, sont quand même diminués par les arrestations et ce que Chana a dit par la chape du plomb qui pèse sur la liberté de parole, ainsi de suite et autres là. C'est quand même un signal. Bon, écoutez, moi je pense que d'abord nous sommes des Maliens avant d'être politiques. On avait dit que les élections ne sont pas des priorités. Ce qui avait été évoqué pour dire que les élections ne sont pas des priorités, par rapport à ces questions, rien n'est réglé. Aujourd'hui, on est en guerre. Et nous soutenons l'armée, mais nous sommes en guerre. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas les dire, sinon, comme il a si bien dit, c'est cybercriminalité sur votre dos pour aller en prison. Et oui. Deuxième chose, on fait les élections pour quelle finalité? Cette question, elle doit être posée. Non, on le dit parce que, vous savez pourquoi? Parce que toutes les questions dont vous dites pour lesquelles on doit avoir une solution, on suppose que ce sont des questions pour lesquelles un pouvoir légitime et régulier a beaucoup plus vocation qu'un pouvoir de transition. Est-ce qu'il ne faut pas installer un pouvoir régulier pour faire face à ces problèmes-là? Au lieu de, vous voyez, d'être dans une ambiance ou dans une situation où on est dans les éternels reports, dans les éternelles prolongations de transition et autres là, sans trouver de solution à la... Je vais vous dire, ne mettons pas les charrues avant le bœuf. Vous savez qu'il y a eu
Et sans compter qu'on a déjà organisé une élection, que tout le monde a adoubé. On a organisé quand même des référendums ici, malgré toute la situation que vous dites. Non, ça a été imposé. D'accord, Donc vous pensez que le référendum a été imposé? Ça a été imposé. Donc il n'y a pas de... La constitution actuelle... Non, écoutez, on ne va pas polémiquer sur ça. Je pense que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Allez-y, donnez vos arguments, c'est tout. Voilà, je pense que si vous me laissez... Développer. Même pas développer, mais essayer de faire peut-être un ramassé sur le fond. Ok, allez-y. Il y a 3 choses, de mon point de vue, qui devraient être d'abord prioritaires avant de parler de ligne budgétaire. Faire une programmation par rapport aux élections générales, ça c'est on dit que option qu'il peut y avoir des élections. Le préalable des élections, c'est quoi? C'est d'abord le retour à l'apaisement politique, que les politiques soient considérés, consultés et impliqués par rapport au processus. Ça, c'est le préalable. La deuxième chose, il y a eu, même si ça a été fait à pas forcé, le projet qui devrait être remis au président et qu'on a même prolongé d'un mois qui est dépassé, on n'en parle plus. C'est-à-dire que la charte pour la paix et la réconciliation, quelles conséquences par rapport à l'évolution politique? Parce que qui parle de paix et réconciliation reconnaît qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de réconciliation. En parlant de paix et réconciliation... Le problème, c'est que ça existe effectivement. Ça veut dire qu'il y a problème de paix et de réconciliation. Donc, les enjeux des élections, vous avez dit, c'est pour revenir à la normalité. Maintenant, si c'est pour revenir à la normalité, s'il y avait l'adresse du président à la nation, pour dire qu'il y aura des élections générales, et que ce serait inclusif, et que lui qui soit candidat ou pas, devrait être clairement clarifié. D'accord. Parce que si le président est candidat, comme vous avez dit, il n'y a pas d'élection. Ça force le jeu. Allez-y, Chana. On reviendra. Abdraman a eu la transition, on reviendra, mais je crois savoir, Abdraman, que chaque année, on inscrit un budget pour les élections et on reporte la Sauf que l'année écoulée, c'était dans les charges communes. Ben, les charges communes, on peut puiser dans les charges communes pour faire n'importe quelle dépense. La dernière, ce n'était pas spécifié. Oui, cette fois-ci, c'est transparent clairement. Oui. Il y a une évolution en termes d'inscription. Bon, passons, Abdraman dit, on passe à quelque chose en attendant qu'on y revienne. Moi, je voudrais savoir si vous avez les nouvelles de notre imam, l'imam éclairé, le sage, l'imperturbable Mahmoud Diko. Est-ce que vous avez ces nouvelles? Écoutez, pour reprendre ses qualificatifs à lui. Hein. Bien sûr. Je pense que humainement, socialement, c'est une insulte de me poser cette question, puisque je suis quand même son beau-fils. Maintenant, sur le plan politique, je préfère ne pas commenter le reste. J'ai demandé si vous avez ces nouvelles. J'ai dit, mais j'ai répondu. C'est parce que vous avez dirigé une association qui portait son nom. Non. Je connais bien les liens fraternels. Mes relations avec lui est antérieure à ces associations. C'est pourquoi je vous demande de ces nouvelles. C'est un homme qui compte. La République a besoin de savoir. J'ai dit, si des questions politiques de ces nouvelles, j'essaie de ne pas répondre, mais socialement, bien sûr que j'ai ces nouvelles. Il se porte bien. Et que nous espérons que... À quand son retour finalement? Je n'ai pas de réponse à cela. D'accord. Bon, un de ses soutiens, Jawara, vient d'être libéré. Est-ce que ce n'est pas un signal à l'endroit de notre imam? Bon, écoutez, moi je pense que j'ai du mal à répondre à ces questions de périphérie. Pour votre respect, je vais dire tout simplement que les enjeux sont plus importants. La dimension de l'imam Diko est internationale. L'imam devrait être un atout pour le Mali aujourd'hui et non un inconvénient de mon point de vue. La faute à qui? Non, je ne charge pas, je ne dis pas qui est coupable ou qui a raison. Si on parle de paix et réconciliation, ça veut dire qu'on doit jouer les cartes positives. Les cartes positives, c'est de faire en sorte que toutes les voix fortes, les voix influentes, doivent être mises en mission pour le bonheur de tous les Maliens. Et si on s'installe dans une logique où vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, je pense que cela ne permettra pas
d'arriver à ce qu'on avait dit à l'entame de l'émission. Si on veut parler de paix et réconciliation, alors on le fait avec qui on n'est pas d'accord. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Donc moi je pense que l'imam doit être un atout, non considéré comme un problème. Comme un problème. Vous l'appelez souvent pour lui dire un bonjour? Non, écoutez, moi je suis sous surveillance, je suis sur écoute. Écoutez. Et ça vous empêche d'appeler votre beau-père? Non, dire bonjour, bonsoir, ça n'a rien de politique. C'est pourquoi je vous dis que je suis informé. Maintenant, là, je veux pas, vous êtes un journaliste. Vous essayez de poser des petites questions pour avoir des grandes réponses. Allez-y, Keïta. Monsieur Kaojim, les semaines écoulées, on a commémoré, je ne sais pas, la 4e année de la mort de vos victimes du M5. Je pense en juillet, c'était en juillet dernier. Hein. Et quels sont les rapports que vous continuez à entretenir avec ceux qui sont encore vivants, ou bien les parents de ceux qui sont morts, pour avoir été vraiment un élément déclencheur de cette situation-là? Et qu'est-ce que vous pensez par ailleurs même des 4 années qui viennent de s'être écoulées pendant cette transition, alors qu'il y a une année déjà, on aurait pu être dans un pouvoir régulier si on organisait les élections normales présidentielles, si Ibeka était resté au pouvoir sans les événements que vous connaissez. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce qu'en réalité cette transition, selon vous, a été un gâchis? Ouais, écoutez, moi je pense qu'il faut avoir l'intelligence positive d'évoluer. Ibeka, paix à son âme, ça a été un régime qui a été élu démocratiquement pour son premier mandat. Le deuxième mandat, je ne suis pas le seul, même un du cacique de l'ADEMA, Ivi, qui avait fait une lettre ouverte, à l'occurrence le professeur Ali Nondialo, qui avait dit que le deuxième mandat d'Ibeka n'est pas bon pour le pays. Et je crois que le constat a été que le deuxième mandat, il y a eu plus de problèmes. Et donc, il ne faut pas qu'on essaye de noyer le poisson. D'abord, quand les législatives ont été mal organisées, même la Cour constitutionnelle elle-même, il y a eu certains de ses membres ont démissionné, qui n'étaient pas d'accord avec les résultats. Et même les partisans, ceux qui ont été victimes ou qui ont profité, et même à l'intérieur même du pouvoir, ont dénoncé les résultats. Je vais y revenir. Ce n'est pas par désaccord avec les résultats que les membres... Non, on les a incités à démissionner pour régler la situation. Écoutez, parce qu'il y avait une crise politique. Non, il ne faut pas. Oui, mais voilà. Mais il ne faut pas désinformer. Il ne faut pas désinformer. Nous sommes des journalistes. Il faut des journalistes informés. On ne va pas avaler des couleuvres quand même. Vous savez. Mais l'opinion aussi a le droit... Même nous d'abord. Donc, allez-y. Vous avez une certaine information que je sais, vous êtes fités, vous êtes très informés, vous êtes des journalistes aguerris, mais ce n'est pas évident pour l'opinion. Parce qu'il a parlé de nos victimes à nous. Est-ce que c'est les victimes de la République, de la lutte? Non, la difficulté, c'est que vous avez déclaré que certains membres de la Cour constitutionnelle avaient démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les résultats. Je voulais dire qu'il y a un certain... C'est pas exact. La narration n'est pas exacte. Non, ça c'est votre point de vue. Si. C'est les faits. Non, en littérature, chacun peut faire de la dissertation. Non, la littérature ici, les faits sont sacrés. L'exactitude fait partie des principes journalistiques. Les faits sont donc sacrés. Nous, on doit faire respecter ces principes. On va évoluer, on a déjà restitué les faits, on évolue. Voilà. Je voulais dire juste qu'il y a eu un certain nombre de crises qui nous ont amenés au M5. Et le peuple était d'accord que, après 2 ans du deuxième mandat de Ibeka, paix à son âme, il y a eu un certain nombre de crises. Il y a eu les crises des enseignants avec l'article 39, vous me permettez? Vraiment, Kaoudjoum, vous avez parlé de littérature là, on n'a pas besoin de cette littérature. Vraiment, de noyer le poisson, tel que vous êtes en train de le faire. Ah, dites-nous en réalité, les 4 années par rapport à ce que vous avez combattu ont été réellement un gâchis? Oui ou non, de cette transition-là? Si ce n'a pas été un gâchis, dites-nous que c'était mieux que ce qu'on vivait avant. Non, je vais vous dire que la lutte avait un objectif noble. Maintenant, est-ce que la lutte a été récupérée? Je crois que c'est ça la bonne question. Allez-y, dites-le. Parce que la lutte avait demandé quoi? Un changement de gouvernance, une bonne gestion des derniers publics et organiser des élections transparentes et crédibles. C'est de cela que les leaders du M5 ont mutualisé, malgré qu'on était hétéroclites, pour aller dans ce sens. Maintenant, c'est les militaires qui sont venus, nos amis du CNSP, ils ont venu pour parachever la lutte du peuple. Alors, c'est de poser cette question à nos amis du CNSP.
la lutte qu'ils ont parachevée au nom du peuple, est-ce qu'aujourd'hui le peuple est satisfait de ce parachèvement? Parce que vous qui avez été acteur. Mais nous sommes écartés. Alors, mais vous devez savoir si le peuple, ça a été un gâchis ou bien ça ne l'a pas été. J'ai dit, dire que c'est un gâchis, le mot est fort. Est-ce que ça a été peut-être une déception ou bien ça a été, il y a eu des choses qui n'ont pas marché? Ce qui compte dans Est-ce que vous avez obtenu ce pourquoi vous êtes allé dans la rue à l'époque? Non, on était si vous n'avez pas obtenu, c'est que ça a été un gâchis. Non. D'abord, qu'est-ce que vous avez obtenu le changement de Ibeka a apporté quoi? Qu'est-ce que vous avez pu capitaliser? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Deux choses. Allez-y. Le changement de Ibeka a permis à l'armée malienne, qu'on le veut ou pas, de se débarrasser des forces qui l'empêchaient d'être elle-même. Ça, quand même, c'est un acquis au mérite de leadership d'Assimi Goïta, qui a compris que malgré les difficultés, il fallait que les forces étrangères qui empêchaient le Mali d'avoir la capacité de défendre son territoire et son intégrité, de se débarrasser. Je n'étais pas d'accord, mais le temps a donné raison à Assimi sur cette question. Et tous les Maliens ont été fiers de libérer Kidal. Alors donc, cette capacité militaire aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que les Maliens sont d'accord? Je pense que 80%, sinon plus des Maliens, sont d'accord sur ce bilan-là. Maintenant, tout n'est pas rose. Est-ce que cela faisait partie, vous, de votre lutte? Non. Ça ne faisait pas partie. J'ai dit, on n'était pas les seuls acteurs. Nous, on a commencé. C'est ce que j'ai dit. Nous, on a commencé. Quand on dit que ça a été récupéré, ça fait partie des récupérations, ce que vous venez d'évoquer. Non, mais il y a eu un tandem à un moment donné. Soyez quand même cohérents, même si vous êtes journaliste. L'accord n'était pas une. Kaoudjim, parlons à présent d'éducation. Le ministre de l'Éducation a reporté la date de la rentrée scolaire et universitaire pour raison de catastrophes naturelles. Commentaire national. Bon, moi je pense que ça montre que, comme je le disais, aujourd'hui, comme on dit, une équipe qui gagne, on ne change pas. Mais quand une équipe marque contre son camp, je pense qu'on n'a pas besoin de demander à l'entraîneur de changer. Parce qu'aujourd'hui... Donc vous appelez clairement à la démission du ministre de l'Éducation? Non, moi je ne parle pas du ministre de l'Éducation. Oui. C'est l'ensemble du gouvernement aujourd'hui qu'il faut revoir. Parce qu'on ne sait même plus qui gère le gouvernement. Toutes les grandes questions, on a l'impression que le Premier ministre n'existe pas. Alors que l'école, quand même, intéresse plusieurs ministères, même si c'est le ministère de l'Éducation. Vous savez, l'information que vous avez tous, il y a des écoles qui ont des années des arriérés avec le gouvernement. Vous avez des enseignants qui eux-mêmes étaient prêts à aller à des grèves, à l'Assemblée générale pour boycotter tout ça, sans compter les catastrophes nationales que vous avez parlé. Donc, gouverner, se prévoir. Donc, il y a de ces difficultés qui peuvent être liées à des facteurs naturels, mais il y a des difficultés qui est la gestion quotidienne des affaires de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation n'est pas le seul responsable de ce qui arrive. Je pense qu'il y a un problème même de coordination du système qui gère aujourd'hui les affaires publiques, parce que ce n'est pas le seul secteur où on a des problèmes. Comme c'est la question que vous avez parlé, je peux faire une petite digression. Que ce soit l'école, que ce soit l'énergie, que ce soit l'économie. Moi, j'ai vu un ancien collègue qui est le premier secrétaire parlementaire, même si ce n'est pas l'objet de votre question, qui dit même des mandats ne sont pas payés. Donc, les opérateurs, ils ont donné raison à Mamadou Sensi Koulibaly et ce qu'il dénonçait. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer le gouvernement, lui donner un nouveau souffle et réorienter des objectifs par rapport aux difficultés qui existent. Allez-y, Chano. Oui, on est sur la question de l'école. J'ai répondu à la question. Oui, la question de l'école. Moi, j'ai une question de relance. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quand même 2 ans, 3 ans, Dédé Ousmane, qui était là-bas, a bien géré l'école à la satisfaction de tous. Je voudrais savoir maintenant, est-ce que c'est une question de personne, d'homme, ou une question de système, de gestion, de gouvernance? Les deux à la fois. Vous savez, une transition n'a pas vocation à se comporter comme un régime qui est là avec un objectif, un programme, et puis aussi sur lequel il a été élu pour essayer d'agir dans ce sens. Deuxième difficulté, quand des deux vous venez, peut-être que les crises de trésorerie, les difficultés, parce que n'oublie pas que le gouvernement a fait un pacte avec les enseignants. Quand des deux étaient là, ça devrait couvrir sur 3 ans. Les enseignants se plaignent qu'après 3 ans, rien n'a été fait. Et que les allocations ou d'autres subventions pour certaines écoles... 5 ont été réalisés sous Dédé. Oui, non, j'ai dit, peut-être qu'elle a bénéficié
d'une période favorable. Parce que quand le président dit lié à la crise, à la guerre, que beaucoup de choses qui devraient se faire n'ont pas été faites, ont été réorientées à la question de défense. Est-ce que aussi le ministère de l'Éducation aussi n'a pas été victime de ce problème-là? Moi, je pense que on peut pas. Réajustement budgétaire. La question n'est pas au niveau de l'argent pour le moment. Vous faites une comparaison. Est-ce qu'entre les deux, oui, qui a mieux géré? Vous êtes en train, de parler de budget, de report, de tant. Non, la question n'est pas au niveau de l'argent, au niveau de l'éducation pour la rentrée. La question, c'est au niveau organisationnel. Oui. C'est au niveau organisationnel. C'est là où il y a problème. Non. Ne vous enflammez pas. C'est pas une question organisationnelle. C'est pas une question organisationnelle. Organisationnelle, méthodologique. C'est ce qui se pose. Le gouvernement a annoncé la date de la rentrée, sachant bien qu'il existait, que les sinistrés occupaient en tout cas les J'ai voulu seulement que vous êtes des grands journalistes, mais il y a aussi, c'est une question technique et politique et financière. Quand les enseignants attendent de pied ferme le gouvernement à la rentrée, c'était une crise qu'il fallait désamorcer. Un point. Pour régler, le ministre n'a pas les moyens. C'est le budget. Si ce n'est pas le budget, c'est le ministère des Finances qui devrait trouver des fonds pour gérer cette affaire. Le ministre ne peut rien faire sans le ministère des Finances. En écoutant les syndicalistes, non. Vous pouvez me permettre de finir? Vous me permettez cette précision. La plupart des revendications ne sont pas pécuniaires. Il y a des décisions, de bonnes décisions qu'il fallait prendre au bon moment qui n'ont pas été prises. C'est ça le problème. Peut-être le fonds est certainement pécuniaire. Oui. D'abord, j'ai parlé des cas des anciens qui ont des années sur lesquelles ils ont des droits qui n'ont pas été payés. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans l'accord, le pacte social entre l'État et les syndicats pour qu'il n'y ait pas de grève, ce qui devrait être fait n'a pas été fait à hauteur de souhait. Et mieux que ça, vous avez parlé de catastrophe nationale. Les conséquences de catastrophe nationale avaient besoin aussi des urgences de fonds pour régler un certain nombre de problèmes, notamment les écoles qui n'existent plus. On a dégagé 4 milliards pour les... C'est insignifiant. Bon, là, des écoles aujourd'hui où il y avait des personnes qui sont dans les écoles, il y avait des quartiers pratiquement dans les villes où l'école n'existe plus. Donc, je pense que le problème de sous est extrêmement important. Ce n'est pas seulement une question d'organisation, de vision, mais je pense que le gouvernement n'a pas d'argent. Mais le gouvernement ne veut pas sortir pour dire qu'il n'a pas d'argent. C'est ça le problème. Allez-y, Keïta. Ok, Kaoudji, vous avez évoqué vos revendications au niveau du M5. Vous avez pointé du doigt la bonne gouvernance. Et je pense en réponse à cette revendication de bonne gouvernance qu'on a engagé un certain nombre de dossiers en justice, dont le dossier, l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Quelles étaient vos attentes par rapport à cette lutte qu'on présente comme une lutte contre l'impunité? Et qu'est-ce que vous pensez des tournures que l'affaire a prises? Bon, le rebondissement, les tournures, puisqu'il y a toujours procès, je pense qu'en bon juriste, ou bien vous êtes littéraire, je ne sais pas, je ne vais pas parler du fond, mais ce que je sais, cette transition n'est pas un exemple de lutte contre la mauvaise gouvernance. Je peux citer un certain nombre de dossiers. Allez-y. D'abord, vous avez le terrain qu'on a mis beaucoup de milliards et on a fait tellement de publicité autour de terrain Bamako-Caille, et le terrain ne fonctionne plus, c'est arrêté, on a mis des milliards, on ne sait pas combien, pourquoi, qui a payé, pourquoi ça ne marche pas, et on ne rend pas compte au peuple malien. L'Energy Gate, parce que comme ça j'appelle, quand on est sorti, Madame la ministre est sortie dire qu'il y a des milliers de citernes qui ont volatilisé et qu'il y avait des factures qui ont Finalement, c'est quelques bidons qui ont été volés. Donc, quand on parlait de plus de cinquantaine de citernes qui sont volatilisées, et qu'on parlait aussi qu'il y avait des milliers de factures qu'on payait de façon inacceptable, et qu'il y avait aussi de corruption. Pire que ça, on a dit que le président, sur l'instruction du président, qu'on allait payer, on allait payer des groupes qui devaient être payés en Turquie, qui s'est retrouvé au Nigeria, et que quand on laissait, ça s'est brûlé, que l'intéressé s'est dit qu'il va payer, et rien n'a été payé, on est dans le noir, et on n'a pas situé les responsabilités. Voilà, on n'a pas situé les responsabilités. Non, je parle de sous qui a été supposé détourner. Et ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la question de l'or, moi, je ne vais pas venir m'asseoir, vous êtes des journalistes, allez faire des investigations. Mais quand le Premier ministre est sorti
donné un certain nombre d'informations. Et je pense qu'il n'y a pas eu action publique. Et la gestion des CMDT par rapport à tout ce qui a été dit, les intras et autres, on s'est contenté de relever le ministre et le directeur de la CMDT. Donc les dossiers, on n'en parle plus. Et les logements sociaux, on n'en parle plus. Bon, l'autre dossier est sous secret de défense. Alors personne n'ose dire... Alors, parce que vous parlez de l'équipement militaire, c'est parce que les Maliens savaient combien a été mis là-dedans. Aujourd'hui, qui sait on met quoi dans quoi? Donc moi je pense que la transition n'est pas un exemple. Donc vous êtes en train de nous dire que cette transition n'est pas bien placée pour engager des procédures judiciaires contre... Ça. Moi, si vous dites qu'effectivement, ne sont pas un exemple, comment ils peuvent vous montrer l'exemple? Il faut s'en tenir à ce que j'ai dit. La seule chose que les Maliens... C'est interprétable de cette façon. Bon, ça n'engage que vous. Maintenant, la seule chose que cette transition avait donné espoir aux Maliens, et que nous espérons que cet espoir-là ne sera pas dessus, c'est de nous donner des moyens d'équipement au FAMA pour essayer de sécuriser le pays. Et sur cette question, on espère que ça va continuer à faire le bonheur des Maliens. Sinon, parler de bonne gouvernance, sur cette question-là, je pense que la transition même a beaucoup de dossiers où ils peuvent juger. Allez-y. Ils peuvent être jugés. Allez-y, Chana. Ils doivent faire juger. Oui, comme Dieu l'avion présidentiel, nous sommes dedans. Les équipements militaires, nous y sommes. Le procès a été renvoyé sine die. Votre commentaire. Complément d'information. Hein? Sine die, j'ai dit. Donc on ne connaît pas la date exacte du procès. Donc c'est ça. Votre commentaire. Bon, j'ai fait des observations. Je pense qu'on avait fait croire au peuple que ce procès-là allait être un procès de meilleur exemple pour que plus jamais personne ne puisse oser alors détourner. Alors on a vu qu'il y a eu beaucoup de bruit. Moi je dirais que bon, je ne vais pas parler de commentaires, mais j'avoue que très sincèrement... Tu es dessus? Je ne dirais pas dessus, le mot est fort, mais je dirais plutôt que de mon point de vue, je crois qu'il y a eu plus de paroles que véritable volonté de lutter contre l'impunité. Au moins, vous l'avez bien dit. Vous avez suivi le procès, vous avez... En partie. En ce sens que la presse, les réseaux sociaux en avaient fait vraiment un large compte-rendu. Vous avez entendu les déclarations de l'ancien argentier du Mali, Mme Boiré Fifi Sissoko. Vous la croyez sincère dans ces déclarations? C'est pas à moi de le dire, c'est la justice. Pourquoi pas? Vous êtes un citoyen, vous êtes un homme politique. Je ne connais pas le contenu du dossier. Maintenant... On ne vous demande pas de juger. Mais je ne peux pas commenter quelque chose qui est judiciarisé. Ce que je peux dire par contre, l'aspect politique de ce procès-là, on a tout focalisé sur ça. Mais le vrai problème des Maliens aujourd'hui, ce n'est pas ce procès. Le vrai problème des Maliens, c'est une sortie de l'obscurité. Le vrai problème des Maliens, c'est de faire en sorte qu'il y ait une école. La République est un tout. Mais je sais. Mais ça, c'est un dossier. Le processus judiciaire est tout à fait normal aussi. On vous a posé la question. La République est un tout. Parce qu'au M5, la lutte pour la bonne gouvernance et contre l'impunité vous tenez beaucoup à cœur. C'est pour cela qu'en réalité, on pensait que ce procès-là est quand même une sorte de réponse. J'ai dit la gestion de la transition aujourd'hui, c'est des questions de bonne gouvernance. La transition même a beaucoup de dossiers sur lesquels il doit l'évacuer à la justice. D'accord. Est-ce que vous pensez que les témoignages pour lesquels, semble-t-il, le procès a été renvoyé, celui de Tatamli, ancien Premier ministre, de Moussa Mara, ancien Premier ministre, est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter des éclairages pour la manifestation de la vérité? Ça, c'est à la justice de l'apprécier. Moi, je suis là, j'observe comme tout le monde. Ce n'est pas du dilatoire. De la part de qui? Des assises, pourquoi pas? Je pose la question. Vous le dites. Je n'affirme pas. Vous êtes un journaliste, vous êtes protégé par un statut de journaliste. Moi, ce que je sais, ce procès-là, attendons de voir. Kaoudjim, après les attaques terroristes contre l'école de la gendarmerie, l'aéroport Bamako est en passe d'être débarrassé de ces parcs à bétail qu'on appelle Grabal. Une décision bien inspirée. Il doit y avoir des bêtes au niveau du parc. Bon, moi, de toute façon, il a des animaux. Bon, de toute façon, c'est pas là la question. La question, c'est de dire que les attaques contre la gendarmerie et l'aéroport que nous condamnons, et que nous réaffirmons notre soutien aux FAMA, aux autorités de transition, tout ce qui est question de sécurité.
Le fait de les sortir, ce n'est pas seulement les gravales. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des endroits qui sont en prise, dans les emprises, des endroits stratégiques, je ne vais pas les citer. Aujourd'hui, je pense que l'urbanisation... Ce sont des potentielles niches. Bon, je ne vais pas dire niche, je dis seulement tout simplement, peuvent être gérées d'une façon conforme. Les gravales, c'est des sources de revenus, c'est des activités économiques. Même si ce n'est pas les menaces terroristes que nous condamnons, je pense que pour la sécurité, pour la fluidité des circulations, il faut une réorganisation. Mais il devrait y avoir d'abord, ce que j'ai un peu regretté, c'est cette façon-là de prendre une décision unilatérale. Il fallait les appeler, les expliquer le pourquoi et les trouver des endroits bien aménagés et qui prennent en compte les commodités et qui assurent un certain nombre de choses, la sécurité, le confort et surtout l'accès pour ceux qui vont aller payer. Parce que si vous mettez les gens dans des endroits où les gens n'ont pas accès, ça va gréver les coûts. Hein. Donc ça va créer aussi un autre problème. Moi je pense qu'il fallait avoir vraiment des mesures d'accompagnement. Donc c'est cette question-là. Bon, comme vous le savez très bien, quand on veut tout faire à la militaire, c'est un peu compliqué. Hein. Allez-y. Kaoudim, nous allons aborder un autre sujet, celui de l'AES. Et 2025, c'est vraiment bientôt. Et le Mali, le Niger et le Burkina vont quitter l'espace CEDEAO. Avez-vous des inquiétudes? Et les passeports sont fin prêts. Hein? Avez-vous des inquiétudes? Bon, ma position est que je ne suis pas AES, je ne partage pas AES. Mais vous vivez dans l'espace AES. Je n'ai pas le choix, puisque ceux qui gèrent le pays, c'est eux qui l'ont décidé. C'est déjà une vous n'allez pas prendre le passeport à AES? Je n'ai pas fini, c'est l'introduction de mes propos, à moins que vous voulez me faire taire. Moi, je ne crois pas à l'AES. Je n'ai jamais cru à l'AES. Pour moi, l'AES, c'est une réaction pour garder le pouvoir. Épidermique. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que... On t'aide. Non, ne m'aidez pas, laissez-moi mes propos à moi-même. Parce que l'AES, quand vous regardez, quand ça a été créé, c'est sur la base de l'Iptako Gourma que tout le monde a salué. C'est débarrassé du G5, mutualiser leurs efforts contre le terrorisme, et qui est normal. Et sur cette question-là, tout le monde est d'accord. Je pense que l'AES ne doit pas être une source de rupture. L'AES pouvait être une organisation commune spécifique pour des intérêts pour ces pays-là, qui pouvait être gardés sans rentrer dans une logique de rupture avec la CEDEAO. Et si la CEDEAO à l'intérieur a des difficultés, l'AES pouvait demander en tant qu'entité, nous voulons la réforme de la CEDEAO, qui prend en compte nos préoccupations, nos besoins sur la base d'une discussion. Et la CEDEAO même n'était pas fermée à cela. Mais pourquoi se retirer de la CEDEAO? Quand vous regardez très loin, parce que l'appétit vient en mangeant, c'était d'abord pour essayer de faire bloc par rapport à eux-mêmes de garder le pouvoir. Quand vous regardez Tchani, la manière dont il a pris le pouvoir, aucun démocrate ne peut soutenir. Le monsieur qui est au Burkina, lui, son cas, c'est pire. Bon, notre cas est un peu... Il joue le rôle de chef d'État. Tu dis ce monsieur, un peu quand même de respect pour son rang. Mais vous insultez Alassane ici, ce grand monsieur. Moi, j'ai pas dit ça. Mais nous, on ne peut pas... Mais moi, je ne l'ai pas insulté. Quand dit, nous, on ne peut pas l'accepter sur le plateau. Mais vous n'avez pas dénoncé. Vous ne l'avez pas dénoncé. Non, pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau. Mais vous ne l'avez pas dénoncé. Non, ce n'est pas notre rôle. Un grand ils ont des partisans. Quand je dis monsieur, ce n'est pas péjoratif. Bon, monsieur n'est pas péjoratif. Allez-y. Je n'ai pas dit autre chose. On ne va pas en faire un débat. Allez-y. N'est pas péjoratif. Mais je ne suis pas obligé. Il a dit avec dédain. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ce que je sais, il n'a pas été élu. Allez-y. J'ai dit le monsieur. Voilà, lui, il est là, il sort, il dit que bon, la constitution, ce n'est pas son problème. Il prend une chatte, il se donne 5 ans supplémentaires. Au bout de 5 ans après, il se dit qu'il est candidat. Il peut être candidat. Alors, donc, si lui, quelles raisons politiques légitimes par rapport au grief? Vous avez parlé de Tchani, vous avez parlé de Ibrahim Traoré. Oui, j'ai dit chez nous ici, cybercriminalité oblige. Donc, voilà. Donc, quand on est dans des situations comme ça, moi, je me dis, il faut être... Voilà. Donc, face à ça, pour moi, ce n'est pas une entité intégrée politiquement, ce n'est pas une entité économique. Et donc, si on regarde l'histoire de ces 3 pays, n'ont jamais cheminé ensemble. D'accord. Politiquement. Allez-y, Keïta. Est-ce que si on peut revenir allez-y. Garbal là? Parce que moi, pourquoi? Qu'est-ce que ça paraît pour beaucoup de gens un peu intriguant.
de vouloir déplacer les Garbal simples après seulement les attaques de Bamako. Alors que, bon, beaucoup de gens ils voient quelque part une sorte de stigmatisation de certaines ethnies qui constituent un peu les occupants essentiels de ces Garbal-là. Est-ce que cela ne vous paraît pas un peu un aspect qui peut exacerber les problèmes de paix et de réconciliation auxquels nous sommes déjà confrontés? Vous savez, moi je suis pacifique, je crois que c'est un pays, le Mali est un mosaïque, il faut s'habituer à tenir des expressions qui contribuent à l'apaisement, au vivre ensemble, à la réconciliation. Je prends la globalité de la chose. Je me dis qu'il fallait des mesures d'accompagnement, trouver des endroits appropriés pour ceux même qu'on veut les faire déplacer, c'est des Maliens qui ont des activités économiques, et c'est aussi qui estiment pour des raisons sécuritaires que ces endroits-là sont potentiellement des zones qui peuvent créer des situations qui peuvent créer de l'insécurité. Donc, et c'est eux qui ont les renseignements. Moi, je me dis tout simplement, ce que j'ai trouvé déplorable, voire regrettable, c'est la manière qui n'a pas pris en compte vraiment un certain nombre de choses. Des mesures d'accompagnement et surtout aussi identifier des endroits bien aménagés et qui accès est facile et bien protégé. Et cela devait prendre un certain nombre de temps, même quelques mois, pour mieux faire ce travail-là. Mais venir seulement et puis bon, il faut partir. Moi, je pense que c'est difficile. Oui, Kabdim, à un moment donné, dans l'opinion publique, on vous prêtait l'idée d'être un personnage controversé, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Un personnage controversé. Tantôt, vous critiquez beaucoup les autorités, tantôt, vous demandez vraiment d'accompagner Assimi Goïta, de le soutenir parce qu'il s'agit du Mali. Vous mettez en avant le patriotisme et l'engagement, tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt encore à accompagner Assimi et surtout à être candidat comme certains le clament par-ci et par-là? Il faut être réaliste. Il faut faire du réel politique. Les militaires aujourd'hui qui sont aux affaires à travers le CNSP, mes amis, la situation est que si vous essayez de remettre en cause le leadership d'Assimi, c'est comme si vous remettez en cause tout simplement l'avancée sur le plan sécuritaire de l'armée sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? C'est d'essayer de remettre en cause unilatéralement. Moi, je pense aujourd'hui, il faut aider Assimi à être plus politique. C'est-à-dire? Voilà. S'il y a des élections présidentielles et législatives, les politiques vont revenir. En ce moment, Assimi sera soutenu par des forces politiques et le rapport de force sera identifié et clarifié. Et on va sortir un peu dans des expressions ou bien dans des comportements qui ne sont que virtuels. Parce que nous savons qu'on peut gérer l'armée étant chef militaire sur des questions militaires, mais si on veut être président, on a besoin de force politique. Si aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple très concret, le CNT sont aux ordres d'Assimi, mais l'Assemblée ne sera pas à ses ordres. Il ne peut pas abroger un député. C'est pour ça qu'il faut l'aider à venir sur le plan politique. C'est ça la subtilité. Vous serez prêt à l'accompagner, à l'aider? Je crois que c'est le bon choix. Mais puisqu'il n'est pas preneur, s'il est preneur, je le ferai. Non. Ok, allez-y, sur ce quoi, allez-y. Je vois un peu d'incohérence dans ce qu'il dit, quoi? puisque c'est lui-même qui vient de nous dire ici que si c'est lui qui est là, candidat, ça va fausser le jeu. Ça va fausser le jeu et qu'il n'y aura pas d'élection. Non. Ça veut dire que si des forces politiques... Vous m'avez pas... Vous faites des choses différentes. Écoutez. Ça va fausser le jeu. Ça, je l'ai dit. Vous demandez à ceux qu'il n'y aura pas d'élection. Qu'il n'y aura même pas d'élection. Oui. Si les candidats, si le sortant est candidat. Et c'est ce qu'on a prévu en mettant dans la charte qu'il ne peut pas être candidat, ni lui, ni les membres du gouvernement et d'autres personnalités d'un certain statut. Et qu'on dit que c'est une disposition qu'on ne peut même pas modifier. Et il a prêté serment là-dessus. D'abord, est-ce que vous ne pensez pas que, comme le pensent d'autres, que c'est un parjure d'être candidat? Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même, vous êtes dans la disposition pour cautionner ce parjure-là?
s'il en est un. Vous savez, Et de deux, il y a quand même une incohérence dans le fait que vous dites que si le sortant est candidat, c'est quand même une non-élection et dire qu'il sera le bon choix s'il se base sur des politiques. Alors, je peux parler? Allez-y. D'abord, j'avais dit que ça va fausser le jeu. Effectivement. Mais je n'ai pas dit que c'est un non-événement. Ça, c'est votre Je mot. n'ai jamais dit Je n'ai non-élection. pas dit non plus que c'est une non-élection. Voilà. Ce que j'ai dit, ça va fausser le jeu. Non. Non, c'est lui qui vous a dit qu'il va fausser Là, le jeu. c'est Sinon, enregistré, je crois, votre l'émission. mot, c'est enregistré. Votre mot, c'est qu'il n'y a pas élection. C'est ce que vous avez dit. Je l'ai dit. Voilà. Maintenant, je peux répondre. Non, laissez-moi lui répondre. Ouais. Je l'ai dit, la politique, c'est le réalisme. La guerre, c'est la ruse. Vous savez, il faut être réaliste. Aujourd'hui, la classe politique, ceux qui sont considérés, parce que moi aussi j'ai beaucoup appris, ceux qui sont considérés comme étant les partis qui devraient, au prix de leur vie, défendre la Constitution de 92, quand nous on se battait dans l'appel du 20, Les mastodontes. ils se sont couchés. Donc, si aujourd'hui Assimi a pu faire sauter la Constitution de 92, mais ça veut dire que la classe politique, en tout cas de 92, s'est couchée ou bien l'a cautionnée. Ne me demandez pas, moi, vos expressions latines, jacobines de parjure, moi je ne comprends pas ce français. Ce que je vais vous dire clairement. Oh, vous comprenez ce qu'il vous plaît de comprendre. Moi, ce que je vais vous ce dire. que vous ne voulez pas comprendre. J'ai dit, si Alors, vous êtes même français. Assimi est vous êtes même candidat, français. je l'ai dit. Vous aimez le vin français, vous aimez le pain français. Pas le vin. Là, moi, le pain, alors. Ouais, voilà, le pain français. Enlève plat du pain, du vin. S'il est candidat, Oui. je le soutiens. Pourquoi je le soutiens? Parce que, qu'on le veut ou pas, Assimi n'est pas là pour partir. Il faut être réaliste. Il faut l'aider à ceux qui soient plus politiques. Et vous pensez que la politique, c'est accepter le fait accompli? Non, ce n'est pas le fait. C'est d'avaler. Non, si, vous êtes en train de nous dire que la politique. Vous me laissez finir la politique, et puis vous allez répondre. La politique, c'est je peux. d'avaler ses principes pour la réelle politique, pour le réalisme. Je peux dire ce que je veux. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de... Moi, je ne tire plus sur les partis politiques parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Mais si je peux donner des exemples, mais je ne veux pas donner. Je prends un exemple des institutions de la transition. Si on fait des élections générales, Assimi est président. C'est vrai que ce que vous dites, vous avez parlé de constitution, tout ce que vous voulez, ce qui était plus solide que la charte, la charte de transition, c'était la constitution de 92. C'est sur la base de la constitution de 92 qu'Assimi a prêté serment, vu la constitution. Et la charte aussi. Bon, ça c'est venu pour là où il y avait des vides. C'est pas pour que le vide dans la salle. Dans son serment, il y avait la charte. Oui, mais d'abord la Constitution. Ouais, la Constitution. Elle n'était pas abrogée. Ouais. Elle n'était pas abrogée. Donc, si les militaires ont pu faire dégager la Constitution de 92, alors, et qu'ils ont mis leur propre Constitution, et que le CNT, qu'on le veut ou pas, c'est le degré de Assimi, moi je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence politique, c'est de trouver un équilibre. D'accord. Qu'Assimi est candidat, moi je n'ai pas d'inconvénient, mais qu'il y ait une assemblée légitime qui permettra aux politiques de revenir. Parce que quand les politiques sont dans l'assemblée, ils ont la possibilité de faire en sorte que le jeu soit rééquilibré. Mais si vous jouez à ce jeu, c'est du parjure, c'est ceci, c'est là, et que vous n'avez pas un président élu, vous n'avez pas une assemblée reconstituée et qu'on sort un peu de la situation que nous sommes, mais vous allez tout perdre. Alors qu'en intelligence, il faut prendre ce qui est prenable et attendre le temps pour qu'on évolue. Quand vous dites incohérence pour incohérence, vous semblez craindre la cybercriminalité autour de ce plateau. Pourtant, récemment, on vous a entendu, vu même applaudir le procureur en charge de ce pôle. J'ai apprécié sa sortie. Oui. Moi, je fais la différence entre là où je ne suis pas d'accord avec la cybercriminalité, qui entrait au nom de la cybercriminalité de nous imposer la non-liberté d'expression. Mais je suis d'accord que la cybercriminalité traque des insulteurs, des feignants qui insultent les gens, qui dénigrent les gens, qui sont là à s'attaquer à la dignité, à la vie privée. Mais qu'est-ce que vous avez apprécié dans la sortie du procureur? Il dit tout simplement que ce n'est pas acceptable et que ceux qui veulent se cacher derrière, qui disent que c'est au nom, et parce qu'ils font ça pour le pays, il dit que non. Ce que vous faites pour le pays doit se faire dans la légalité. Vous êtes des journalistes, vous appelez les gens, ils donnent leur opinion, vous contribuez
vous contribuez au débat, mais vous contribuez aussi à l'émancipation, à l'éveil des consciences. Vous faites votre travail. Le médecin qui respecte le serment de sacerdoce, il est patriote. D'Hippocrate, hein, le serment d'Hippocrate. Pardon, d'Hippocrate, c'est un lapsus. Oui. Maintenant, C'est un sacerdoce. oui, c'est un sacerdoce, mais c'est plus approprié aux enseignants. Mais serment d'Hippocrate, c'est plus, voilà. Maintenant, quand vous parlez un militaire qui volontairement s'engage dans l'armée pour contribuer à la sécurité des personnes, leurs biens, un opérateur économique qui va chercher de l'argent, venir investir, créer de l'emploi, mais c'est un patriote. Donc, la loi est là pour réguler, pour faire respecter chacun dans son domaine. Mais, et quand le procureur sort pour dire que aimer la tradition ne vous donne pas le droit de vous attaquer à la dignité, à la liberté d'autrui, mais le procureur a raison. Maintenant, la liberté d'expression, là où je ne suis pas d'accord, c'est que le pouvoir se sert de cybercriminalité pour nous empêcher de parler. Moi, je viens ici, j'essaie le maximum possible d'éviter des questions qui fâchent. Oui. Et vous le savez pourquoi. Chana, pour votre dernière question. Oui, Kaoudjim, tout à l'heure, suite à une de mes questions, j'ai compris que vous êtes un partisan de Assimi Goïta et que vous êtes prêt à battre campagne pour lui afin qu'il soit président de la République. Ça, c'est votre position. Est-ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres trois seulement raisons pour lesquelles il faut voter Assimi? Si vous voulez 6, mais je vais donner 3. La première raison, quand je disais qu'il est un petit patriote et qu'il doit être le candidat aux élections, il était vice-président. Donc moi, ce n'est pas du nouveau pour moi. Oui. Deuxième raison... Sauf que vous êtes rétracté à un moment donné. Oui, ça c'est moi-même. Maintenant, la deuxième raison, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est au bilan de leadership d'Assimi de nous débarrasser des forces d'occupation. C'est ça le vrai nom. Parce que ces forces étaient là qui plombaient l'armée. Sinon, vous n'étiez pas d'accord avec le départ de l'aménagement. Parce que ce n'était pas évident. Oui. Maintenant, s'il a réussi en politique... Donc l'histoire a donné raison à Assimi sur vous. Mais bien sûr, moi je ne suis pas dans des questions de personnes, je suis dans le principe. Maintenant, et ça, c'est à son bilan. La troisième raison qui fait qu'aujourd'hui, qu'il faut soutenir Assimi, si vous essayez de créer une situation tout sauf Assimi, c'est comme si vous voulez le chaos. Parce qu'il n'y a pas de leader politique capable aujourd'hui de prendre le flambeau de la démocratie. Ça n'existe pas. Moussa Mara, par exemple. Bon, je ne veux pas personnaliser, mais j'ai un grand respect pour Poulo, c'est un bon ami à moi. Poulo, c'est un grand ami à moi. Je crois que c'est un bon politique. Je sais que dans des situations normales, il est présidentiable. Mais on n'est pas dans une situation normale. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir l'intelligence d'aider Assimi à venir sur le plan politique. D'accord. Parce que si les partis sont forts et qu'ils arrivent à faire un très bon score à l'Assemblée nationale, Assimi sera obligé de composer avec les politiques. Aujourd'hui, il faut l'aider même si c'est en violation des principes et de la loi. Mais ce n'est pas moi qui ai parachevé la lutte. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai changé la constitution de 92. Ce n'est pas moi qui ai remis en cause on gère aussi, un certain nombre de décisions qui avaient été dites souveraines. Vous êtes là. Jim, avant de passer la parole à Abdraman, peut-être une petite réaction sur cette affaire dite les avantages de Moussa Mara déjà qui défraie la chronique. Commentaire politique, regard politique sur... Bon, c'est un faux débat. Moussa avait resté dans le jeu. Vous donnez l'argent, on vous ramène. Mais il faut le donner au social. Où est le problème? Il veut rester dans le jeu avec la communication. On vous a donné l'argent. Vous avez dit que vous renoncez. Mais on continue à vous donner cet argent. Vous prenez cet argent, publiquement, vous appelez les journalistes, cet argent-là, vous en faites dans une œuvre sociale. Vous redonnez à l'armée pour l'aide... il le reverse au trésor, c'est clair. Non, il dit qu'il a reversé, voilà, c'est tout. Il le reverse au trésor. C'est à lui de faire son choix. Son choix. Maintenant, il sort pour faire de la communication. D'accord. Je respecte, c'est un homme politique. Mais je pense qu'à force de se répéter, ça va se retourner contre lui. D'accord. Keïta, pour la dernière question. La dernière question, Kaoudjim, depuis quelques temps, il y a beaucoup de dernières questions. Mais il faut faire un choix. Depuis quelques temps, vous êtes comme un prisonnier dans votre propre pays, puisque vous ne pouvez aller nulle part. Vous bloquez quelque part. Quels sont les préjudices que vous ont infligé la conséquence de cette situation? C'est très énorme. Cette décision que... C'est très énorme. La sanction n'est pas levée d'abord. Elle n'est pas levée. Elle n'est pas levée pas une parce sanction qu'on officielle ne m'a pas non plus. notifié. Non, écoutez, vous savez, moi, j'ai dit, malgré toutes ces difficultés, il faut tenir bon.
Parce que... Non, on veut savoir d'abord les préjudices. Non, le préjudice est moral, est financier, et puis aussi est psychologique. Parce que c'est une sorte de semi-prison. Même si je vais aller faire l'humour, je ne peux pas le faire. Si je vais aller déguster la gastronomie française, je ne peux pas. Si je vais aller vraiment me savourer des endroits vraiment bien appréciés en Europe, je ne peux pas. Si je vais aller aux États-Unis, je ne peux pas le faire. Alors que j'avais un calendrier de rencontres avec des gens à qui je pouvais... Parce que moi, dans ma logique, c'était de me reconvertir. Mais puisque ils se sont imposés que je ne sois pas... Reconvertir par rapport à quoi? Mais on avait fermé les partis politiques. On nous mettait en prison. Donc, écoutez, la toute dernière question maintenant. Comme votre argument principal de soutenir Hashimi repose sur la sécurité, alors que vous-même vous reconnaissez que c'est à cause de l'insécurité qu'on ne peut pas organiser tout de suite des élections. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, si. Ça fait partie des trucs que vous avez... Je n'ai pas dit ça. Les conditions que vous avez évoquées au départ. Pour ça, vous faites de la diffamation. Non, attendez. Ça, c'est d'un. De deux. Oui, au départ, oui. Oui, vous l'avez dit ça au départ. Et la diffamation. Est-ce que vous pouvez, en dehors de Kidal, nous dire vraiment en quoi le départ des forces étrangères a été bénéfique au Mali en termes de sécurité? La question est posée. Qu'est-ce qu'on n'avait pas quand les forces étrangères étaient là et qu'on a aujourd'hui? En dehors de la prise de Kidal. En dehors de la prise de Kidal. Allez-y. Bon, moi, je ne vois pas ça se focaliser sur la prise de Kidal. Moi, je dis globalement... C'est ce que vous avez évoqué. C'est ce que vous avez évoqué. Oui, c'est ce que vous avez évoqué. D'accord, je vais répondre. Globalement, le Mali, c'est plus d'1 200 000 km². Et quand vous regardez, aucune force militaire habillée des autres nationalités n'existe plus dans ce pays. Ah bon? Même les Russes dont on parle ne sont plus là? Bon, c'est vous qui le dites. Ah bon, donc il n'y a pas de Russes? Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit dit des pays qui étaient là, qui avaient des casernes officielles qui étaient là. Ah, vous pensez que la présence des Russes est officieuse? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Tu peux me laisser parler, s'il vous plaît? Allez-y. Donc, cette volonté de faire que l'armée soit partout et qu'on voit qu'il y a des militaires, des gendarmes, des policiers, des gardes, c'est une fierté pour nous. D'accord. Et de pouvoir disposer de nos moyens aériens, d'avoir la capacité de faire face à ces groupes qui attaquent, que nous condamnons, je pense que ça, il faut consolider. Tout n'est pas parfait, mais sur cette question-là, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le Mali reconnaissent que c'était osé et que Hashimi a tenu bon. Tout n'est pas parfait, tout a une fin autour de ce plateau. On va à présent procéder à la délibération. Keita, nous sommes dans le secret de la délibération. Vraiment, je suis vraiment comblé par la présence de notre ami Khaoujim, qui a toujours été vraiment au rendez-vous chaque fois qu'on l'a sollicité pour venir répondre à nos questions, édifier l'opinion et, comme il l'a dit, contribuer au débat. Et ça a son actif, il a dit dès le départ, et je continue à le maintenir. Mais je pense, Monsieur le Président, que l'arbre ne doit pas cacher la forêt par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui de Khaoujim, qui souffle le chaud et le froid. Tantôt il est très courageux par rapport aux situations qu'il décrit. Tantôt, on le voit vraiment soutenir corps et âme les porteurs de ces situations-là qu'il décrit. Vous voyez l'incohérence, Monsieur le Président. Et je pensais que Khaoujim avait un peu évolué par rapport aux situations, à la versatilité qu'on lui prêtait à certains moments, mais je vois qu'en réalité, il revient à la charge, comme le naturel. Il vient de le dire, ça c'est lui, ça. C'est Khaoujim, donc il peut changer comme il veut, puisque, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas comprendre, avec tout ce qu'on a entendu tantôt de Khaoujim, tout ce qu'il décrit, tout ce qu'il dénonce dans un pouvoir, et de nous dire ici qu'il est prêt à soutenir celui qui est le premier responsable de toutes ces choses-là qu'il dénonce. D'accord. Qui est le premier responsable de même de ceux qu'il dénonce comme abus, comme l'interdiction de sortir de ce pays-là. Parce que ce pays, quand même, est géré. On ne peut pas comprendre ces incohérences-là. C'est pourquoi je nuance un peu mes intentions
bienveillante que j'avais en venant ici, à cause de sa disponibilité de le libérer. Je le nuance et vous donne vraiment la plénitude du pouvoir de juger de tout ce que je viens de décrire comme caractère. Chana, en 1 minute. Monsieur le Président, je ne peux pas faire mon réquisitoire en 1 minute, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'actualité de la semaine, c'est vraiment le procès dont on a parlé aujourd'hui. Allez-y. Le procès a défrayé la chronique. Nous avons vu des rebondissements, des témoins à charge. Souvent, les témoins à charge ont été des témoins à décharge. Nous avons entendu la plus illustre des accusés, Mme Boiré, Félix Sissoko, que je trouve sincère dans ses déclarations. Elle a convaincu plus d'une personne au cours de ce procès. Et si le procès avait continué et le verdict avait été rendu dans ces conditions, elle serait acquittée, Monsieur le Président. Donc, c'est une très bonne chose pour moi qu'on puisse reporter ce procès afin qu'on ait les faits pour la manifestation de la vérité. Reporter pour la manifestation de la vérité, oui. Et je pense qu'il faudrait féliciter, encourager les autorités pour que ceux qui croupissent en prison puissent être jugés de la même manière que ceux-ci ont été jugés, d'autres sont là-bas. Les agents de l'Assemblée nationale sont là-bas. Le juge avait demandé leur liberté provisoire. Le procureur a interjeté à peine concernant Diarra Souba, concernant le président de l'Assemblée nationale. Il faudrait que la justice s'accélère, qu'on leur donne la liberté provisoire ou qu'on les juge. Cela dit, on revient à M. Kaoudim. Abdraman l'a dit. C'est un personnage controversé. Lui-même reconnaît son identité comme tel. Donc si Kaoudim c'est ainsi, Abdraman, nous ne devons pas lui en tenir rigueur. Parce que celui, comme disait Buffon, je pense, le style c'est moi-même. C'est celui. Kaoudim c'est un personnage controversé. Sauf si Kaoudim aba fo chou aba fo cha. Ça c'est Kaoudim, ça, c'est sa personnalité. Donc, respectons cette personnalité controversée. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il a rejoint son bourreau d'hier, Assimi, qu'il a enlevé au CNT, qu'il l'empêche de voyager parce que oui, comme Abdraman l'a dit. Peut-être une stratégie aussi. Hein? Comme Abdraman l'a dit, toutes les actions, le premier chef, c'est le président de la transition. Il n'est plus membre du CNT parce que Assimi l'a voulu. On l'a bloqué parce que aussi Assimi l'a voulu. D'accord. Mais c'est sa personnalité. Je pense qu'il ne faudrait pas l'en vouloir pour ça. C'est du Kaoudim, ça. Donc il fait du Kaoudim, il fait lui-même. Il avait changé, peut-être on aurait compris. Mais il est resté lui-même, Monsieur le Président. Libérez-le parce qu'il est lui-même. Vous allez avoir un dernier mot, hein, au bénéfice donc de ces deux réquisitoires qui ne condamnent pas l'accusé. Il me plaît purement, simplement de le libérer des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Kaoudim est acquitté. Un dernier mot. Je suis ému, quelques rares fois, de voir ces brillants journalistes qui disent ce qu'ils pensent et qui ont de la matière, tous d'ailleurs. Je pense qu'eux-mêmes, au fond, ont compris l'expression profonde de ma logique. Dans une situation, je ne vais pas être long, où l'incertitude est la règle, ne demandez pas la certitude. La seule chose qui compte, c'est comment faire bouger les choses, espérer un lendemain meilleur. Vous-même, vous avez dit, destituer, empêcher de voyage. Il faut être subtil, il faut être intelligent. Alors, face à cette situation, je pense qu'il faut aller dans un compromis et trouver des voies et moyens pour qu'on puisse trouver à rester dans le jeu. Compromis dynamique. Parce que, vous savez, un cabri mort, l'expression n'est pas intellectuelle, ne sert à rien. Je pense qu'il est plus bon de rester courageux, mais pas téméraire. Donc moi, je pense aujourd'hui, le plus important, c'est de rester dans la capacité de pouvoir donner son avis, tout en restant subtilement flexible. D'accord. Je pense que Kaoudim, vous l'avez dit, controversé, ça je le concède, mais est-ce que... Sauf que le temps est parti. Juste, j'ai fini. Oui. Est-ce que la situation à laquelle j'ai fait une proposition
d'aider Assimi à venir sur le plan du terrain politique, est-ce que ce n'est pas plus intelligent que de vouloir l'affronter sur le plan militaire? C'est sur cette note philosophique que prend fin ce numéro de votre émission. Grand jury qui recevait donc comme invité M. Issa Kaoundim. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro. Au revoir. Garage H2A Motors, mobile toléré ko ni peinture ko jigiya fara, sabu garage H2A Motors na mɛ ni baarakɛminɛw ye, fɛn mɔgɔ minnu kɔfɛ toléré ani peinture ko kɛcogo ɲuman kama, ka mobile toléré kɛ k'a nugu, ka sɔrɔ ka peinture k'a la ɲɛ min ka di aw ye. H2A Motors baarakɛlaw bɛ baara ɲɛdɔn, wa baara bɛ kɛ ni sɛbɛ ye a daminɛ fɔ a laban. A ye da H2A Motors la a y'u ka sariya, Sotuba clinique Amérique kɛrɛfɛ mètre 100 ɲɔgɔn na, walima ka téléphone ci 76 20 79 79 walima 76 49 12 33. Garage H2A Motors mobile toléré na peinture ko la wasa da don.